Alors bonjour, alors Janelle, merci de nous recevoir. Alors nous souhaitions vous interviewer parce que vous êtes co-président du conseil de quartier Halles, Beaubourg, Montorgueil. Montorgueil, voilà, qu'on appelle HBM, HBM. entre nous. Alors, la première chose que nous voulions savoir, c'est quel était le rôle du conseil de quartier, qu'est-ce qu'il faisait de manière un petit peu générale, parce que pas mal de nos auditeurs, de nos visionneurs ne connaissent pas forcément ce que fait le conseil de quartier. Alors les conseils de quartier ont été créés par une loi Vaillant de février 2002. Ils ont pour objet ce sont des lieux de débat, des lieux d'intermédiation entre le quartier et la mairie. Dans un conseil de quartier, il y a deux collèges. Il y a un collège constitué d'habitants, usagers, travailleurs du quartier. Ce sont des gens qui soit sont volontaires, c'est le cas pour la plupart d'entre eux, soit sont tirés au sort. Tirés au sort, c'est une sorte de complément pour apporter l'aspect un petit peu aléatoire, l'aspect un petit peu représentatif. Et puis un deuxième collège qui est un collège d'associations. Associations de commerçants, associations culturelles, donc dans la DRAC. Lieu d'intermédiation, ça veut dire qu'il y a d'un côté une dimension de veille, rôle de lanceur d'alerte, un rôle il s'agit de relayer les attentes du quartier et de les faire remonter jusqu'à la mairie, et réciproquement de faire descendre de la mairie les informations, ou commenter ou débattre sur les informations provenant de la mairie. Intermédiation, c'est aussi élaboration de projets, propositions d'aménagement de l'espace public, propositions en matière de végétalisation, propositions en matière de règles du jeu de la circulation. Et puis réciproquement, c'est la mairie nous associe régulièrement à toutes ces propositions, à tous ces projets en matière d'aménagement de l'espace public. Nous sommes au cœur de la concertation que la mairie engage généralement sur ces projets. Alors bien entendu, les personnes engagées, comme vous, comme les habitants qui participent au conseil de quartier, sont bénévoles. Il n'y a pas d'engagement financier, il n'y a pas de rémunération pour ces conseillers. Ce n'est pas le conseil municipal. Il n'y a pas de rémunération, non, c'est évidemment totalement bénévole. Ça bouffe du temps, il faut aimer ça, c'est souvent le soir, c'est chouette. Enfin, on a le sentiment de servir un petit peu à quelque chose. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le regroupement des 4 arrondissements, 1, 2, 3, 4, a été l'occasion de réécrire une charte des conseillers de quartier, puisqu'il y avait 4 chartes différentes. Et donc on a travaillé sur les conseillers de quartier ont été largement, ces quartiers de l'époque, ont été largement associés à la réécriture de la charte, et les périmètres ont été reconfigurés à ce moment-là. Et c'est intéressant parce que les anciens périmètres, il y avait, je crois, entre les 4 arrondissements, quelque chose comme de l'ordre de 13 conseils de quartier, qui étaient minuscules d'ailleurs, parce que une moyenne de 7-8 000 habitants à peu près, pour 100 000 habitants au total. Et dont la logique de périmètre était une logique administrative, donc ça n'a pas grand sens. Et par exemple, moi j'étais président du conseil de quartier Saint-Méry, qui enjambait la rue Beaubourg et la rue du Renard, la rue Beaubourg. C'est-à-dire que d'un côté c'était le centre Pompidou, de l'autre côté c'était le Marais. Ça n'a pas grand sens. Et donc dans la reconfiguration, on a plutôt recherché des logiques de patrimonial, d'identité de quartier, architecture, de quoi est fait le quartier, quelle est à quoi il ressemble, quelle est sa cohérence, personnalité de quartier. Et par exemple, donc, notre limite est, c'est la rue Beaubourg, puisque de l'autre côté, c'est le Marais. De le Marais, on entre dans un autre conseil de quartier, qui est le conseil de quartier du Marais. Et là, c'est donc Halles,
Beaubourg et Montorgueil. Donc Alors, ça fait un rectangle. Oui, c'est un carré rectangle. Ouais. L'autre extrémité, c'est la rue du Louvre. Oui. Et là aussi, on voit bien que quand on franchit la rue du Louvre en venant de la rue de Rivoli, on entre dans un autre quartier. On est sur les arcades de la rue de Rivoli, on est en face du Louvre. C'est pas du tout la même chose que quand on est de ce côté-ci. Oui. Les autres frontières, la frontière sud, c'est Rivoli. Oui. Frontière nord, c'est Réaumur. Et c'est un quartier qui est très, très intéressant. Il se caractérise, alors il y a un axe de la culture, un axe est-ouest de la culture qui va du musée Pinault À Beaubourg. à Beaubourg, Ouais. en traversant, il faut faire attention en traversant le boulevard de Sébastopol. Il y a un axe qui est à peu près le même, qui est un axe spirituel entre Saint-Eustache et Saint-Méry, Bah oui, c'est pas le vrai. même. Il y a un axe nord-sud qui est un axe commercial avec le centre Forum des Halles Bah oui. et puis tout le quartier commerçant de Montorgueil. Il y a au milieu de tout ça le grand espace végétal qui est Le jardin Mandela. le jardin Nelson Mandela. Il y a, alors il y a la gare, c'est un point majeur, stratégique. la gare de Châtelet-Léal qui est le plus grand nœud ferroviaire de la région parisienne où passe chaque jour 1 million de passagers. Donc tout ça, on fait un quartier extrêmement riche, intéressant, qui bouge. Est-ce que, je crois qu'il y a des réunions qui sont mensuelles dans les conseils de quartier. Oui. Je crois qu'il a démarré, si je me trompe, il y a 2 ans, non, ce nouveau découpage, pardon. On va arriver à 2 ans, oui. C'est ça. Est-ce qu'il y a des sujets majeurs dont vous vous êtes emparé au conseil de quartier? Alors il y a quelques enjeux, oui, qui sont importants. Le premier pour nous, c'est on sent une sorte d'érosion, de départ des familles. On perd des enfants, on perd des familles. Ils sont pas, vous les retrouvez, enfin je dirais. On les retrouve pas, ils partent ailleurs. Ils partent ailleurs, ils sont pas là. En tout cas, pour notre quartier, c'est une perte, puisque voir partir des familles, c'est quand même extrêmement préoccupant. Qu'est-ce que peut faire le conseil du quartier dans ce cas-là? Le conseil du quartier ne peut apporter que cette petite brique. Nous plaidons pour le fait de rendre accessibles des logements susceptibles d'accueillir des familles qui soient accessibles financièrement. Parce que manque de logements, il faut non pas construire, parce qu'on n'a pas beaucoup de place et pas beaucoup de terrain à bâtir dans le quartier, mais la transformation de l'actuel tissu urbain, de bureaux par exemple en logement. Ça touche directement la démographie. Ça touche la démographie. Il faut pouvoir accueillir dans des conditions financières acceptables des habitants, des familles, et pour ça il faut des logements. Je crois qu'il y a des écoles qui ont fermé, ou des classes d'écoles qui ont fermé. Il y a des classes qui, oui, il y a vraiment une érosion qui est préoccupante, et il y a des classes qui ont fermé, des regroupements qui se font, donc il faut arrêter ça. Et alors, c'est non seulement essayer de créer de nouveaux logements, mais c'est empêcher ou arrêter, mettre fin à cette vogue de location saisonnière qui a évincé, les locations touristiques, qui a évincé du marché locatif beaucoup trop de logements. Donc ça, les dispositions extrêmement dures, sévères ont été prises, qui ont tendance à être maintenant respectées, parce qu'à la clé, il y a des gens qui sont pris les doigts dans la confiture, ça leur coûte relativement cher. Donc on peut penser que le phénomène est un petit peu endigué, qu'on en revienne à la situation qu'on connaissait avant, où il était possible à quelqu'un de louer une pièce ou de louer son appartement même pendant quelques jours. Ça c'est tout à fait acceptable, mais louer, comme on l'a vu pour des investisseurs, louer 4 ou 5 appartements, logique industrielle, tout à fait inacceptable. Il faut absolument préserver la possibilité de loger. Alors un deuxième enjeu auquel on s'intéresse particulièrement, dont on se préoccupe particulièrement au conseil du quartier, c'est le trop-plein d'activités festives. C'est le
nombre de bistrots qui est totalement disproportionné dans notre quartier par rapport aux linéaires de rue et par rapport à d'autres quartiers. Trop plein d'activités festives qui conduisent à des nuisances acoustiques, en particulier, nuisances sonores, qui rendent la vie de certains habitants dans certaines rues totalement insupportable. Donc ça, on s'en préoccupe. Et qui transforme le quartier en quartier à... Un quartier de fête. C'est génial de venir faire la fête là, mais pour ceux qui tentent de dormir, c'est pas forcément évident. Donc, bon, il faut rester dans certaines limites. Est-ce que vous avez pris en compte le changement qui est à mon avis majeur sur Paris et Paris-Centre de la piétonisation future de tout le quartier, des sens de circulation, enfin, etc. Alors la piétonisation, c'est un autre aspect, c'est d'ailleurs un des aspects qui donne la personnalité de ce quartier, parce que quand on traverse le boulevard de Sébastopol, d'un côté il y a l'aire piétonne Beaubourg, de l'autre côté il y a l'aire piétonne Zourdéal, et ça se ressemble, enfin c'est un peu la même logique, et un de nos soucis c'est effectivement le problème de l'accessibilité pour les piétons, pour les personnes âgées, pour les personnes à mobilité réduite. Il y a à la fois la descente de trottoir, le petit bord pour traverser une rue quand on descend du trottoir, c'est parfois extrêmement dangereux, chaotique et difficile pour des personnes à mobilité réduite en fauteuil roulant. Mais à l'intérieur des zones piétonnes, on voit bien que la priorité théorique, qui est celle de le piéton l'emporte sur le cycliste, qui l'emporte sur la mobilette, qui l'emporte sur la voiture, etc. Ça devient compliqué. Tout ça n'est pas vraiment respecté, sachant qu'on ne devrait pas circuler plus vite que le piéton dans ces rues et qu'on voit des conflits d'usage entre des gros camions qui sont là-dedans pour livrer et qui pénètrent dans des rues qui sont plus étroites que les camions et qui emportent tout sur leur passage, sachant que dans la même rue doit passer l'enfant qui va à l'école avec ses parents. Donc on a ce problème de... Est-ce que vous êtes, parce que vous faites des rapports là-dessus, pour la mairie, par exemple, ou pour les autorités, est-ce que vous êtes écouté au conseil de quartier? Est-ce que ce que vous faites est pris en compte? Pas toujours autant qu'on le souhaiterait, mais évidemment, le conseil de quartier est un lieu de concertation et la mairie est très à l'écoute des propositions du conseil de quartier. Toutes ne peuvent pas être prises en considération. Par exemple, l'idée que toutes les traversées de rue puissent se faire au niveau du trottoir et qu'il faille bosseler un petit peu, enfin monter un peu le niveau de la rue pour faciliter la traversée des piétons, c'est une idée que nous défendons, mais on comprend bien qu'on ne peut pas instantanément investir assez d'argent pour transformer tout Paris. Mais oui, les plans de circulation, tout cela fait l'objet de concertation. Je crois aussi qu'il y a des projets culturels aussi, il me semble, avec le conseil de quartier. Enfin, je crois qu'il y a des projets d'animation avec les artistes du quartier. Il me semble qu'il y a des choses comme ça, non? Alors, des projets culturels... Qui sont soutenus en tout cas par le conseil de quartier. Non, pas tant que ça. Nous n'avons pas proprement parlé de projets culturels, nous accompagnons. Par exemple, Françoise Filoche nous parlait avait pris l'habitude quand elle était à la mairie, quand elle était dans le premier arrondissement, d'expositions qui se faisaient périodiquement avec des artistes qui, dans une salle, montraient leur... Donc c'est une chose que nous sommes tout à fait prêts à soutenir et le budget du conseil de quartier, il est fait pour ça. Ah, donc il y a un budget au conseil de quartier? Il y a un budget au conseil de quartier qui n'est pas colossal. Le budget, c'est en gros un peu plus de 3 000 euros de fonctionnement et un peu plus de 7 000 euros d'investissement chaque année. Ça n'est pas confortable. C'est modeste, mais il existe. C'est modeste, mais il existe. Et par exemple, on a financé une fresque qui, l'école Jussienne avait un projet de... Parce que le conseil du quartier s'intéresse beaucoup aux besoins des écoles. Pour nous, les écoles, les enfants, c'est vraiment l'avenir du quartier. Donc on va au-devant des écoles en disant qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider. Et donc, à Jussienne, on nous a dit mais on a un projet de fresque, on ne sait pas trop comment la financer. Donc nous avons financé cette fresque qui est magnifique, qu'on a inaugurée l'autre jour,
à l'école jussienne, et nous allons continuer à travailler avec l'école jussienne dans le cadre du budget participatif. Ça aussi, c'est une de nos activités, c'est de réfléchir à des projets du budget participatif. Je me souviens en tout cas que du conseil de quartier, entre autres, est sortie cette idée d'aire de jeu qui s'est transformée en playground au Hall. Il y a eu le Canipark aussi qui a été demandé. Enfin, j'ai l'impression quand même il y a des projets qui sont soutenus et sur le long terme, il y a des choses qui sortent. C'est une bonne nouvelle. Ouais. On est là pour ça. C'est quand même assez rassurant de voir que ce que l'on fait sert à quelque chose. Le conseil de quartier n'est pas seulement un endroit où on fait des constats, des problèmes. Oui, on n'est pas seulement lanceur d'alerte, voilà. Nous sommes impliqués. Force de proposition. Force de proposition et impliqués dans les propositions qui sont faites. Par exemple, on a ce souci de terrasse, on a ce souci de nuisance sonore, et la mairie a lancé un exercice de réévaluation du règlement spécifique du quartier Montorgueil-Saint-Denis, le règlement des terrasses. Le règlement d'étalage des terrasses, le RET. Dans cet exercice, le conseil de quartier s'est vraiment beaucoup impliqué. Oui. Nous avons été consultés largement et nous avons été largement entendus. Et par exemple, sur des rues comme la rue Montorgueil, l'espace qui doit être préservé entre la devanture du magasin et les étalages, un espace suffisant qui doit permettre de déambuler avec un fauteuil roulant, une poussette, etc. Vous aviez fait un gros travail là-dessus. On a fait un très gros travail et on a été entendu. Et par exemple, dans des rues comme Montorgueil, on peut donc passer, sans être obligé de passer par la rue, par la voirie. Dans des rues plus étroites, la place des terrasses est limitée de manière à ce que les piétons puissent passer sur le trottoir sans être obligés de passer sur la route. Et dans certaines rues, encore plus étroites, à notre appel, à notre demande, toutes les terrasses sont interdites, qu'il s'agisse de terrasses pérennes ou de terrasses estivales. Donc nous avons été largement entendus sur ce quartier. Vous aviez apporté un gros dossier, parce que moi je me souviens avoir vu tout ce que vous aviez fait, les balades, les points, les repérages. Alors, oui, et je pense que le travail n'est pas fini, parce que lorsque on va faire maintenant, puisqu'on a un an de recul, on va faire un retour d'expérience sur l'application du règlement spécifique Montorgueil-Saint-Denis, et je pense qu'on va pouvoir s'attaquer maintenant à d'autres endroits qui sont tout aussi paroxystiques que le quartier Montorgueil. C'est la rue des Lombards, de part et d'autre du boulevard Sébastopol, c'est le périmètre autour de Joachim du Bellay, et dans tous ces quartiers justifient, ces ensembles de rues, ces micro-quartiers justifient un règlement spécifique, tout comme Montorgueil. Et j'espère qu'on va bientôt pouvoir s'y attaquer. C'est un peu la façon dont on procède est intéressante. Elle consiste à ce que, par petits groupes, rue Nicolas Flamel, c'est mon coin, sa mairie, par petits groupes, à 3 ou 4, on se balade, on déambule. On regarde les questions de sécurité, d'accessibilité, de propreté, de végétal. On regarde tout ça, on note, on prend des photos, on fait des rapports, on fait remonter tout ça vers les élus en charge des différents sujets, et comme ça, les choses avancent progressivement. On fait un peu la même chose dans le domaine de la sécurité. Plus spécifiquement, il y a un groupe de travail avec la police nationale, la police municipale, la mairie, et le conseil de quartier et les autres acteurs importants du quartier pour traiter les problèmes de sécurité quartier par quartier. Et sur Albourg-Montorgueil, nous avons notre propre groupe de travail. Il y a du boulot là, il y a de quoi faire. Et les choses avancent et on sent une écoute de la part, dès lors qu'on apporte des dossiers bien construits, bien structurés, pas des trucs en l'air, la police et la mairie suivent et prennent des dispositions pour que les choses progressent, aillent dans le bon sens. Alain Genel, nous sommes ravis de vous avoir écouté.
crois que tous nos auditeurs, qui sont très nombreux, vont apprendre beaucoup de choses et vont mieux comprendre le rôle des conseils de quartier, en particulier celui de Halle-Beaubourg-Coutrelet. Chacun est le bienvenu dans notre conseil de quartier, qui est ouvert à tous d'ailleurs. Il est ouvert, toutes nos séances sont publiques. Et si l'un ou l'autre, ou l'une ou l'autre veut venir assister à l'un de nos conseils de quartier, et plus encore s'y inscrire, nous aurons le plaisir de l'accueillir et il aura le plaisir de participer à un mouvement qui, je crois, peut être utile dès lors qu'il est partagé. Merci Alain. De rien. À bientôt. À bientôt.